Donc, tu peux me présenter Chronologique rapidement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc Chronologique, c'est un jeu dont je suis l'auteur avec mon fabuleux co-auteur Fabien Gridel, avec lequel j'avais déjà fait Turing Machine, qui est aussi un jeu qui avait marqué les esprits il y a 2 ans à Cannes parce qu'il avait été nommé à l'As d'Or aussi. Un jeu avec des chiffres très compliqués. Enfin non, il n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il est très logique. Donc c'est pas pour tout le monde. Et donc avec Fabien, étant donné que Turing Machine a cartonné, on s'est dit qu'on allait refaire des jeux de déduction parce qu'on adore les jeux de déduction logique et on a fait Chronologique. Chronologique, c'est aussi de la pure déduction logique parce que en quelque sorte, c'est comme s'il fallait résoudre une sorte de sudoku. Il faut comprendre où sont les personnages, où ils se déplacent. Donc c'est très logique, mais la force de Chronologique par rapport à Turing Machine, c'est que là, il y a un thème à chaque fois. C'est-à-dire que dans la première boîte, qui est donc Paris 1920, donc parce que c'est sur le thème de l'Opéra de Paris, et ben en fait, vous avez des enquêtes à résoudre. C'est vraiment le plan de l'Opéra de Paris qui est reproduit dans le jeu. Et une fois, vous devez trouver un assassin. Quelqu'un a tué le détective, faut trouver qui c'est. À un autre moment donné, on a volé un bijou, faut trouver où se trouve le bijou parce que les voleurs parcourent l'Opéra de Paris et se font passer le bijou de main en main. Et donc la force de Chronologique, c'est que ça reste de la pure déduction logique, mais qu'il y a une histoire à chaque fois. Voilà. Et en plus, comme vous le voyez, la boîte est magnifique. Bravo Origames et Super Meeple, les 2 éditeurs du jeu, ont fait un travail remarquable là-dessus. Et toi, t'as toujours été créateur de jeux ou tu... Non, forcément, en fait, le parcours de chacun des auteurs est différent. Moi, à la base, j'étais passionné. En fait, je suis informaticien. J'ai une boutique d'informatique. Je vends des ordinateurs depuis 30 ans. Et je me suis mis à jouer il y a peut-être 20 ans. Et très rapidement, je suis devenu passionné. J'ai eu plus de 1000 jeux dans ma ludothèque. Et à force de côtoyer, déjà d'adorer les jeux et puis de côtoyer les auteurs, les éditeurs, etc., petit à petit, on met le doigt dans l'engrenage, on se dit, est-ce que moi, je pourrais finalement un jour créer un jeu? Et pour l'histoire, le premier jeu que j'ai fait, tout premier prototype, j'avais jamais créé de jeu avant ça, c'est un jeu qui s'appelait Myrmes et j'ai gagné l'As d'Or en 2013 avec ça. Ouais, donc, D'accord, ok. Donc tu as parlé d'informatique. Comment l'informatique rentre dans ce jeu Chronologique? Parce que je crois que c'est très important. Non? Ouais. En fait, avec Fabien, on adore l'algorithmique. Moi, en fait, j'ai 2 passions finalement. Même si l'informatique est mon métier, moi, je vends et je répare des ordinateurs. C'est différent de l'algorithmique. Donc moi, j'ai 2 passions. C'est vraiment l'algorithmique et c'est les jeux de société. Et en fait, un jour, Fabien est venu avec un embryon de quelque chose qui crée des défis avec un algorithme. C'était le début de Turing Machine et ça m'a passionné. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait finalement faire des jeux de déduction logique avec de l'algorithmique. Et c'est comme ça que Turing Machine est né. Turing Machine, en fait, c'est un jeu dans lequel il y a des cartes perforées, etc. C'est tout réalisé avec des ordinateurs, forcément. Il y a 7 millions de défis qui sont jouables dans Turing Machine. Et donc, tout est généré à l'ordinateur. Et dans Chronologique, mine de rien, c'est la même chose. Même si les enquêtes sont plus simples et que c'est des questions toutes bêtes comme qui a tué tel personnage, malgré tout, il y a un algorithme qui décide du déplacement des personnages, qui crée des plaquettes qui vont faire que les joueurs vont pouvoir interroger le jeu pour savoir où se déplacent les personnages. Et donc tout ça, c'est créé à l'ordinateur. Et c'est ce qui fait qu'en un clic, on peut créer des scénarios de Chronologique. Et donc voilà pourquoi l'informatique rentre en compte dans ce jeu-là. D'accord. Et quel est parce que tu parles de déduction logique, donc c'est vraiment le seul type de jeu qui te... Non. C'est ce qui t'a passionné dans le jeu de société à la base? Mon tout premier jeu, c'était Myrmes. C'est un jeu où tu gères une colonie de fourmis. Ouais. Tu gères des ressources, tu upgrades tes fourmis, la quantité, la qualité, etc. Donc vraiment, moi, ma passion à la base, c'était vraiment les jeux de gestion de ressources un peu compliqués. Et j'ai toujours été fan de jeux de déduction, mais finalement, je pense que je ne savais pas les créer, je savais pas par quel bout les prendre. Et c'est vraiment le fait que Fabien Gridel, qui est un copain depuis très longtemps, m'a montré comment le faire, que vraiment ça m'a passionné. Et là je me suis dit c'est génial. Et c'est vrai qu'après coup il y a eu Turing Machine qui est sorti, il y a eu Chronologique, j'ai sorti un autre jeu, c'est Temple Code, c'est aussi un jeu de déduction logique avec de l'algorithmique. J'ai sorti Archéologique, bref, et j'ai même sorti plein de jeux de logique
pas de déduction logique, mais de logique, qui étaient aussi faits à l'ordinateur, qui sont sortis chez l'éditeur Djeco. Là, j'en ai sorti une dizaine. Donc, c'est vrai que là, le côté informatique et tout a été, enfin, ça m'a vraiment passionné et j'ai fait plein de jeux sur ce thème-là. Mais là, pour autant, maintenant, je me dis qu'il faut pas non plus trop se faire concurrence. Faut pas sortir 10 000 jeux de déduction logique par an, parce que sinon, on sent bien qu'ils vont se cannibaliser les uns les autres. Et donc, maintenant, je me remets à faire des jeux plus traditionnels, de gestion, etc. Donc, les prochains jeux, ça sera plutôt ça. Et c'est quoi le premier jeu de logique qui t'a fait aimer la déduction? Ben, les jeux de déduction logique, en fait, il y a un jeu que j'admire énormément, c'est Zendo. Alors Zendo, c'est un très vieux jeu qui, je crois, est introuvable. Désolé pour ceux qui vont se dire je vais m'acheter Zendo. Zendo, c'est même un jeu d'induction. Il faut faire la différence entre un jeu de déduction et un jeu d'induction. Turing Machine, à sa manière, c'est un peu un jeu d'induction aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'induction par rapport à un jeu de déduction? Dans un jeu de déduction, on te donne des éléments et tu dois trouver les solutions. Dans un jeu d'induction, c'est toi qui fais les propositions, on te dit si c'est vrai ou c'est faux, et par rapport à ça, faut trouver les affirmations. C'est pas toi qui es à la base des informations. Et ben Zendo, c'est un jeu qui est tout simple, qui utilise des petites pyramides en plastique. Il y a un joueur en fait qui invente une loi dans sa tête. La loi, ça peut être par exemple, il faut qu'il y ait une petite pyramide bleue dans mon ensemble. Et donc, il construit un ensemble. Désolé, je suis long là, ça va être long l'interview, c'est pas grave. Je suis bavard quand je parle de ça. Et donc, il va créer une petite construction avec des pyramides. Et là, il va créer une construction, il va mettre un jeton vrai, et il va créer une construction, un jeton faux. Et après, les joueurs, chacun leur tour, doivent construire quelque chose et essayer, et le joueur qui a la loi doit dire vrai ou faux. Et ce qui est brillant en fait, c'est qu'à un moment donné, un joueur peut dire moi je pense connaître l'affirmation, je pense que l'affirmation c'est il faut qu'il y ait 3 pyramides, par exemple, il peut tenter ça. Et ce qui est brillant dans ce jeu, c'est que faut pas, quand tu es le maître du jeu, faut pas juste dire oui ou non. Il faut créer un contre-exemple. Et ça, c'est brillant. C'est-à-dire que bon, pour l'instant, sur la table, en effet, ton affirmation, elle a l'air vraie. Eh ben, regarde, je te fais une construction qui est fausse. Elle est vraie par rapport à ton truc, mais voilà. Et Zendo, c'est un jeu brillant et qui a une petite histoire en ce moment, parce qu'il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle The Gang. The Gang, son auteur, c'est Cory Hiss, et c'est justement l'auteur de Zendo aussi. Donc, j'adore cet auteur, et il faut savoir qu'en plus, cet auteur est décédé récemment. Donc, c'est un peu triste. Mais Zendo, c'est vraiment le jeu qui m'a fait adorer les jeux de déduction. D'accord. Et aujourd'hui, ça serait quoi ton jeu préféré all time? En déduction, moi, même dans tout le jeu de société. Ça aime bien faire des tops, tu sais, dans les. Ouais, on aime bien ça. Moi, j'adore. Allez, je vais dire Through the Edges. Through the Edges de Vlad Akvatil, qui est un gros jeu de gestion. Et en fait, j'adore Vlad Akvatil parce que c'est un auteur qui a fait Through the Edges, un jeu ultra complexe, ultra riche que j'adore. Et il a fait aussi Codenames, que maintenant tout le monde connaît et qui est pourtant un jeu super familial. C'est quand même un peu pointu comme jeu, mais qui se vend. Ou Galaxy Trucker, où il était capable de tout faire, même Pictomania. Je suis un peu d'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Et alors, comment tu vois l'évolution donc de ta création? Donc, tu m'as dit que la déduction c'était vraiment ce que tu voulais faire, mais tu vas rester là-dedans ou tu les jeux de déduction, pour l'instant, j'ai justement Mirmes. Il faut savoir que je suis en train de travailler une réédition. Et donc là, d'ici, je pense 1 an et demi encore, le jeu va sortir chez Bombix. Donc voilà, donc je vais revenir au jeu. En fait, les gros jeux, malheureusement. Alors déjà, les éditeurs disent que ça se vend plus trop. Les jeux chers, c'est compliqué. Donc malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'éditeurs qui sont enclins à éditer ce genre de jeu. Donc malheureusement, on est obligé de freiner un peu ça. Et il faut admettre de toute façon que moi, Mirmes, là, je suis en train de travailler sur la réédition. C'est des mois et des mois de travail, voire des années, pour au final un jeu qui se vendra certainement moins qu'une petite boîte dont on peut faire un scénario en un quart d'heure, quoi. Donc c'est vrai que moi je vais plus m'orienter sur des jeux initiés, on va dire des jeux d'1 heure qui proposent quand même un petit défi intellectuel, mais qui pour autant sont pas des jeux qui sont en enfer à créer ou à régler, quoi. Alors j'y connais rien, mais toi tu bosses toujours avec les éditeurs, tu fais jamais d'auto-édition, de financement participatif, non, comme ça. En fait, vraiment, je pense que être auteur de jeu, c'est quelque chose. On crée les mécaniques, on invente, on a les idées, et après transformer ça en un produit, ça c'est vraiment un travail éditorial. Et
moi, j'estime vraiment que c'est un autre talent. Je suis auteur et j'ai pas la prétention de pouvoir éditer un jeu. Et après, s'auto-éditer, faire du financement participatif, ça obligerait, je pense, à avoir d'autres compétences que pour l'instant, je préfère ne pas. Je préfère rester dans mon statut d'auteur. Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'ai une idée de proto, Cannes, c'est l'endroit idéal. Je vais voir les éditeurs, j'ai plein de rendez-vous toute la journée et je présente mes idées de concept. Et si jamais ça les intéresse, souvent, ça sort 2-3 ans après. Il faut pas être pressé, mais voilà comment ça marche. Mais non, je vais jamais me lancer en tant qu'éditeur normalement. D'accord. Et donc c'est ça en fait le cheminement entre la création quand tu finis tes heures de travail jusqu'à ce que le jeu s'édite. C'est long, c'est très long. Ouais. En fait, le jeu qui m'a pris le plus de temps entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où il est sorti, c'était Humanity qui est sorti chez Bombix et ça a pris 8 ans. Donc un jour, j'ai eu une idée d'un jeu, ça tournait pas trop mal, je l'ai montré à l'éditeur, il est tombé amoureux, il a signé le contrat tout de suite. Et puis là, on s'est rendu compte que pour que ça marche, fallait peut-être modifier 2-3 trucs et ça a pris du temps, un temps fou. À un moment donné, le jeu était prêt mécaniquement. Et à partir de là, il a fallu inventer le matériel, trouver les illustrateurs, voir comment fabriquer tout ça, faire la promotion, parce que maintenant, souvent, c'est pas juste créer un jeu et le mettre en vente. Il faut faire monter la sauce, aller sur les festivals, montrer le jeu, faire de la promotion. Et du coup, ce travail-là, ça se passe ça dure des années, quoi. Et donc, c'est pour ça que Humanity, ça avait pris 8 ans. En moyenne, à mon avis, si t'es vraiment chanceux, de l'idée à la sortie, le minimum, c'est 2 ans. Je pense que c'est impossible d'avoir plus rapide que ça. Et dans la moyenne, c'est 3-4 ans, quoi. Donc, c'est très long. Et alors, on vit bien en tant qu'auteur de jeu? En fait, on y arrive. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a 7 ou 800 jeux qui sortent par an juste en France. Et en fait, le problème, c'est que c'est une pyramide. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui se vendent énormément. Et là, les jeux, les auteurs et les éditeurs qui les produisent en vivent largement. Mais malheureusement, la plupart des jeux sont plutôt en bas de la pyramide où, oui, tu vas faire un premier tirage, tu vas vendre 3-4 000 boîtes de ton jeu, et puis c'est fini, il faudra en recréer un nouveau. Donc, soit tu sors 10 jeux par an, soit t'en fais un qui cartonne et qui dure pendant des années, quoi. Mais ça, malheureusement, des élus comme ça, il y en a que 1 ou 2 par an, quoi. Oui, d'accord, ok. Et alors, le label Asdor, ça, pour le coup, c'est énorme. C'est un boost. C'est énorme. Est-ce que c'est mieux que le Spiel ou que la nomination? Non, quand même. Non. En fait, alors ça commence. Il faut savoir qu'à une époque, quand même, l'Asdor, ça avait pas trop d'impact parce que c'était que les connaisseurs qui connaissaient ça. Mais maintenant, quand même, depuis quelques années, on voit vraiment la différence. Par exemple, pour Turing Machine, il y a 2 ans, quand on a été nommé, le jeu a été en tête de gondole dans les Fnac, dans les Cultura. Donc c'est vrai que c'est un impact qui est assez fou. C'est un impact surtout français. Après, on n'en est pas au niveau du Spiel. Le Spiel, c'est monstrueux depuis tout le temps. Les gens disent que quand tu gagnes un Spiel, direct, t'as la garantie de vendre plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de ton jeu, quoi. Donc, on n'en est pas là avec l'Asdor. Et l'Asdor, il est deuxième label d'Europe ou il y en a d'autres? Non, je pense qu'il est bien deuxième. Peut-être même dans le monde, parce que aux États-Unis, ils n'ont pas grand-chose. En fait, ils ont des trucs mais très geeks. Par exemple, justement avec Turing Machine, on a gagné le Dice Tower Award, on a gagné un Golden Geek, une médaille d'or là. Donc t'es content d'avoir des médailles d'or. Voilà, c'est ça. Mais à part les ultra passionnés dans ce domaine-là, ça a aucun impact. Alors que là, vraiment, l'Asdor ou le Spiel, c'est suivi par la presse, par des trucs comme ça, et ça a un impact qui est monstrueux. Oui, eux, ils n'ont pas finalement de label comme nous en Europe, finalement. C'est quoi Dice que tu disais? Dice Tower, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Dice Tower, c'est un truc gigantesque. Je crois que maintenant, ils sont 9 salariés. Ils font un Kickstarter tous les ans et ils récupèrent des centaines de milliers d'euros de dons des gens qui les adorent. À la base, c'était juste un podcast, c'était Tom Vassell, un Américain, qui faisait beaucoup de reviews écrites, puis après il s'est mis à faire des vidéos, et puis maintenant c'est une équipe monstrueuse, et la semaine prochaine, on part à Las Vegas, on va à la Dice Tower West convention à Las Vegas, donc il y a 3 conventions dans l'année avec Dice Tower, donc c'est super. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de faire toutes les démos de chronologique. On essaye de faire ça au mieux. Ouais. C'est super. Mais en plus, franchement, on n'a absolument pas vu le truc venir parce qu'on est très connaisseurs, mais on cherche plutôt parce que comme ça fait que 5-6 ans qu'on est dans le jeu, nous, on cherche des vieux jeux, voilà, on est un peu dans le rétro, je vois. Et celui-là, je le voyais numéro 1 des ventes sur Philibert, mais si tu veux, je me suis dit, ça ressemblait à une réédition de Mafia. En fait, tu sais, Mafia, tu vois, le jeu. Je vois. Là, et comme ça ressemblait un peu, je me dis, tiens, ça doit être. Et puis quand ils nous ont attribué le truc, on a dit, en fait, c'est super. Et puis on a un passionné, lui, c'est un passionné des jeux d'édition. Cryptid.
En fait, Turing Machine existe parce qu'un jour, on a joué à Cryptid. Ah bah, c'est ce que j'ai. Mais en fait, c'est con, j'aurais dit. Ça filme encore? C'est dommage parce que je voulais poser la question. Je n'osais pas parce que je me dis Cryptid, c'est un concurrent, mais c'est. Non, Cryptid, bah, est-ce que tu crois nous, qu'il y en a qui on le a... font aussi en Allemagne? Ah oui, c'est sûr. À 1000%, obligé. C'est ça, moi, ça nous. Alors, nous, pourtant, on est un peu dans la science, mais. Moi, tu vois, moi, quand on a joué à Cryptid avec Fabien, moi, j'étais dans cet état-là. Je me disais, je vois pas comment on peut faire ça. Ah ouais. Et en fait, Fabien a fait un bout d'algorithme et il a réussi à me faire comprendre comment on faisait. Et c'est ultra simple quand tu as compris, en fait. Ouais. C'est juste, en fait, il faut coder des affirmations. Alors, tu dis comment on fait pour coder des affirmations, mais c'est pas si dur que ça, en fait. Et en fait, dans Turing Machine, c'est des valeurs qui vont de 1 à 5 et tu as 3 valeurs. Donc, il y a que 125 codes possibles. Tu prends les 125 codes possibles et par exemple, tu fais des affirmations. L'affirmation, le triangle est égal à 1. Tu regardes tous les codes qui sont valides pour ça ou pas. Puis ensuite, tu prends une autre affirmation, carré égale 2. Tu gardes que les codes qui sont, voilà. En fait, ce que tu fais après, tu as tout un tas d'informations dans ton algorithme. Tu en prends 4 au hasard. Et en fait, tu regardes si le cumul de ces 4 affirmations, ça te fait qu'un seul code possible. Et si c'est le cas, tu viens d'inventer un défi Turing Machine. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, non, mais c'est vrai que ça nous passionne. Et c'est vrai que les jeux de déduction, j'ai l'impression que c'est en vogue un peu en ce moment. Ouais, ça revient. Turing Machine, ça a remis un peu le genre sur le. À faire des gros jeux quand même parce que c'est important d'alimenter. Non, mais c'est vrai que nous. Il en faut pour tous les gens. Il y a des gens qui détestent les jeux de déduction. Hein. Ouais. Oui, il y a des gens pour qui c'est pas des jeux. Ça peut être frustrant en fait. Le problème, c'est qu'il y a c'est le problème de ce genre de jeu, c'est qu'il y a une différence de niveau énorme entre les individus. C'est surtout très clivant, il y a des gens qui trouvent pas ça fun, quoi. Après il faut réfléchir, il n'y a pas une ambiance de malade comme dans Battleground, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous on a adoré le concept. En plus, comme c'est Cluedo, je pense que ça va réveiller plein de choses, c'est pour ça que ça les games ils ont dû dire c'est génial finalement d'avoir ce thème-là dessus, c'est super. Bon merci beaucoup. Parfait, merci. Super. C'est gentil de nous avoir accordé un peu de temps. Bon, je t'en prie. Ah ouais, c'est pas 1000 jours 1000 jeux dans la société.